Bonsoir et bienvenue dans Vieille Canine, l'émission des vétérans de la Camarilla qui déterre les vieux vampires. À chaque épisode, on convoque un invité et on ressort ses vieux dossiers. Moi, c'est Vincent et j'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon ami Jérôme. Salut Jérôme. Salut Vincent. Aujourd'hui, entretien avec un vampire. Mais cette fois, pour changer de nos précédents invités, on change de génération. Mais attention, on reste dans le très honorable, car on passe des antédiluviens à un Mathusalem, qui, même s'il est arrivé après nous, a tout de même joué à partir de 2001, et on peut donc aisément lui accorder l'appellation de Vieille Canine. Notre invité ce soir a interprété Guillaume de Saxe du clan Ventroux, mais il a surtout été conteur de Lutetia Lacrimae, le chapitre de Paris, après la Fédération Camarilla française. Bonsoir Julien. Bonsoir. Salut Julien. Salut Jérôme. Alors Julien n'y voit aucune condescendance, bien évidemment, si je te traite de Mathusalem, si je parle de génération qui est venue après la nôtre. Au contraire, on a eu beaucoup d'antédiluviens, de gens qui ont créé la Fédération Camarilla française, qui ont été parmi les premiers chapitres, mais on souhaitait t'avoir avec nous, d'une part pour le plaisir, parce qu'on a quand même joué pas mal de temps ensemble, mais aussi pour avoir ton ressenti d'un joueur, d'un conteur qui est arrivé après tout ce qui avait été créé. Donc n'hésite pas à nous donner des avis divergents, on n'hésitera pas à dire du mal de la Fédération de la Camarilla française si c'est nécessaire. Ça ne nous fait pas peur. Alors, reprenons depuis le début. Julien, comment as-tu connu la Camarilla ? Steve Rodriguez, qui jouait un ventroux du nom de Fernando Di Fosca, avec qui je jouais au jeu de rôle, s'est rendu compte un jour que ça me semblait assez bien m'aller, et du coup m'a amené à une partie, je crois que c'était à Arpajon. D'accord. Et m'a amené à une partie là-bas, j'ai dû jouer de Ghoul, et j'ai trouvé ça assez fantastique. C'est une grosse partie, et pas mal de monde, il se passait un truc assez important, un changement de marquis, etc. Et c'était assez dingue, quoi. On n'a pas souvent parlé d'Arpajon sur les dernières émissions, mais c'est vrai que c'était un chapitre assez conséquent en Ile-de-France, tu as raison. Et donc tu as joué une Ghoul, et c'était sympa quand même ? Mais en fait, j'arrivais dans un... En plus, j'étais pas vieux, hein. Je suis toujours pas vieux, évidemment, mais je l'étais encore moins à l'époque. Et c'est vrai que d'arriver dans un monde où déjà j'étais jeune, parce que je crois que les gens jouaient depuis longtemps, et étaient plus âgés, et du coup d'arriver et de voir... donc en plus c'était une chronique qui bougeait bien, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de vieux joueurs, beaucoup de passifs... Donc c'est vrai d'arriver et de voir tout l'univers, tout le jeu, toute la complexité qu'il y a, alors qu'on vient juste de débarquer. Non, je pense que c'est parfait de commencer en étant une Ghoul. C'est beaucoup plus facile. Je comprenais rien. Donc j'étais une Ghoul ventroux, donc les ventroux étaient après, ou enfin en tout cas au moment d'un jeu national complètement délirant, qui d'ailleurs bien souvent, c'est ce que j'ai fait par la suite, hein, quand on jouait ventroux. Le scénar du coin, le chronique nationale ou autre, rien à faire, c'était le complot entre les ventroux. Donc il y avait quelque chose de tellement énorme que non, c'était vraiment chouette d'être une Ghoul, parce que j'étais incapable de comprendre, de discuter, de rentrer dans le moindre truc qui se passait autour. Donc c'était super pour rentrer tranquillement dans cet univers qui m'a complètement impressionné, où je me sentais tout petit, quoi. Donc t'en es ressorti enchanté, une grosse expérience, et ça t'a donné envie de poursuivre en fait. Ah ouais, complètement. Ouais, c'était assez fou. Je pense que c'était la première fois de ma vie que je mettais un costume en plus, c'était rigolo. Donc là tu parles d'un costard-cravate en fait, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, pas un costume, quoi. Ouais. Mais ceci dit, je pense que j'ai plus porté de chemise à jabot dans ma vie que de costume. Donc... Toi aussi, Jérôme ? Sans doute, ouais. Mais j'en porte plus aujourd'hui. Voilà. C'est fini. Moi non plus. Je porte plus de chemise à jabot non plus. Mais j'ai retrouvé ma chemise des années 90 par contre, hein. Sachez-le quand même, dans un vieux carton. Alors elle a un peu jauni comme toutes ces fringues claires qu'on laisse traîner dans des caves. Je pense qu'elle est irrécupérable, mais je l'avais ressortie d'ailleurs, je pense, pour le dernier conclave, hein. Donc voilà, je l'ai rentabilisée. Et je l'avais acheté évidemment dans ton magasin préféré, Vincent, du côté d'Odéon, c'est ça ? Théâtral. On a tous pris des crédits à la consommation pour acheter des fringues de théâtre là-bas. C'était pas donné là-bas. Hein. Ouais. Non, c'était excessivement cher. Donc Julien, tu rentres chez toi, tu dors pas de la nuit, t'as vécu une partie fantastique, t'as envie de poursuivre. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, du coup, je vais avec Steve à Chantilly, parce qu'il montait une chronique là-bas. Il y avait Philippe Le Fur, enfin pas mal de monde.
Et donc du coup, je vais là-bas pour créer un personnage, etc. Donc à la base, moi, le clan Ventroux, moi, j'avais pas joué sur table, mais j'avais beaucoup lu les bouquins de jeux de rôle vampire. D'accord. C'est vrai que dans le clan Ventroux, je pense qu'il n'y avait rien du tout qui semblait intéressant comme ça en première lecture. C'est pas très rigolo, ouais. Et c'est vrai que, voilà, alors qu'il y a les trémères, la magie, voilà, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que les Ventroux, quand on regarde un peu le livre comme ça, sans trop voir ce qu'il y a autour, c'est pas forcément le truc le plus attirant. Mais c'est vrai qu'après cette partie où j'avais assisté, où c'était ça, même les moments hors jeu, en fait, en dehors, après la partie ou en fumant une clope, c'était jamais vraiment du vrai hors jeu. On sentait que même les gens qui jouaient Ventroux entre eux, il y avait tout un truc autour. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment un truc complet de A à Z là-dedans. Et donc, du coup, donc j'ai suivi à faire Ventroux en suivant ça, quoi. Bon, en tout cas, moi je découvre 2 chapitres dont j'avais jamais entendu parler, c'est Arpajon et Chantilly, donc incroyable, voilà, je ne connaissais pas. Donc tu as joué à Chantilly, combien de temps? Parce que à un moment tu as quitté cette cité. Ouais, alors j'ai du mal à me souvenir, c'était il y a tellement longtemps que voilà, les dates, les durées, c'est assez flou. Je dirais un peu. Voilà, je peux pas dire que peut-être 1 an, ou peut-être moins, ou peut-être plus, je sais pas exactement. En fait, en tant que Ventroux, donc j'ai rencontré Vincent Gonzalez, Gilles François-Baptiste de Sévigné, qui était un peu mon mentor dans le jeu, mais aussi hors jeu, sur tout ce qui est Ventroux, etc., quoi. D'accord. Et donc du coup, je passais beaucoup de temps avec lui, etc. Et comme il venait de reprendre le compte à Paris, et du coup, voilà, je suis parti sur Paris en tant que joueur à la base. Donc encore quelques parties en tant que joueur, et qu'est-ce qui t'a donné envie de... Moi j'ai toujours bien aimé le côté scénaristique, plus je pense que j'ai jamais été vraiment un bon joueur. C'est étonnant ça, mais tout le monde nous dit ça, Jérôme. Est-ce qu'on a eu quelqu'un qui nous a déjà dit « Ah, j'étais un joueur exceptionnel ». Pas encore, mais on finira bien par tomber sur un mégalo. Je pense que Mickaël aurait pu nous le dire, mais non, même lui n'a pas osé. Non, il n'a pas osé. Il faudra attendre Grégoire Lefebvre, à mon avis. Donc tu continues à jouer Guillaume de Saxe, c'est ça? C'est ça. Alors Guillaume de Saxe, c'était quoi ce Ventroux? Qu'est-ce qu'il démarquait du reste? Il y avait des Dark Secrets, tu sais très bien qu'on adore ça. Ouais, non, il n'y avait pas grand chose. En fait, c'était compliqué. Je pense que c'est compliqué. Moi, à l'époque où je suis arrivé, et justement, il y avait un peu cette période charnière entre l'avant et après, où il y avait beaucoup de joueurs, de vieux joueurs, qui avaient soit des persos avec je sais pas combien d'années de points d'expérience, je sais pas combien de disciplines exotiques ou autres, ou alors beaucoup de persos qui étaient des anciens, des prétendants, etc. Et finalement, moi, quand je suis arrivé, j'étais nouveau-né, avec un personnage débutant sur le nombre des points, etc. Et du coup, voilà, il y avait quand même quelque chose d'assez difficile. On joue dans un monde qui est censé, où les intrigues se durent sur des dizaines d'années, sur la longueur. Et du coup, se retrouver avec un personnage où on est beaucoup plus limité. Ce qui permet aussi beaucoup de jouer, mais il y a un côté vraiment de monde, en fait. Ça se sentait? C'était un sentiment partagé? Je l'ai ressenti un petit peu comme conteur après. Quand on commence un nouveau perso, en tout cas moi à mon époque, quand on commençait un nouveau perso et qu'il y avait encore toute une série de Tristan de Morterose ou autre antédiluvien joueur avec je ne sais pas combien de disciplines bizarroïdes ou autres. Voilà, il y avait un côté qui était quand même assez compliqué. Frustrant? Ouais, c'est intéressant comme sentiment, hein, Julien, parce que nous, on a toujours vécu cet entre-soi où la question d'un éventuel décalage ou d'une inégalité entre les persos et les joueurs s'est jamais senti. C'est-à-dire qu'on jouait tous depuis très longtemps, donc on avait tous le sentiment d'être au même niveau. Les fiches n'étaient plus un problème. C'est souvent quelque chose qu'on a entendu avec nos précédents invités. Ouais, on jouait sans fiches, on s'en foutait. Et donc toi, c'est intéressant. Tu sentais qu'il y avait quand même un décalage de génération, peut-être une frustration, c'est ça? Moi, typiquement, j'ai ressenti ça un peu dans le côté jeu Ventroux. C'est-à-dire que moi j'arrive, je suis nouveau-né et dans un clan où en fait t'as toujours ce statut, mais le statut ça se négocie pas en fait. Tu passes pas comme ça, ou voilà, il y a un côté où qui était assez complexe en fonction de ton statut, tu étais bloqué. C'est des choses que j'avais entendues un peu chez les joueurs, mais je saurais pas dire si c'est beaucoup ou pas. C'était la problématique antago versus non-antago, etc. quoi. Et avec ce côté que, avant, on pouvait faire des choses beaucoup plus... Tandis que moi, quand j'ai commencé, tout le monde était 13e quand on commençait, quoi. Parce qu'on changeait de génération, c'est ça? Alors, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, on créait que des 11-12-13, quoi. Ah, d'accord, ok, c'est ça, ouais, d'accord, ok.
Ouais, il y a eu un sacré nivellement par le bas, je crois, à ton époque. Et au même titre que quand on a commencé à fédérer les cités, on a commencé à faire du ménage sur les 5e, les 6e, les 7e générations. Je crois que 5 ans plus tard, il y a eu aussi une volonté de refaire du ménage et de reniveler le jeu par le bas. C'est-à-dire se dire que plutôt que d'avoir tout le monde qui joue des 9e générations, d'avoir tout le monde qui joue des 13e générations. Et finalement, le jeu devait être tout aussi équitable dans l'absolu. Mais c'était sans compter les vieux joueurs qui jouaient toujours. Oui, puis ce concept de ce antago, semi-antago, toute cette génération intermédiaire en fait d'Anquila, donc qui était créée à droite à gauche très rapidement dans un peu toutes les villes, enfin voilà, qui s'inséraient dans des jeux, ça c'était pas simple. D'accord. Et donc ça t'a pas donné envie de diabler des gens, ça? Bah, j'ai diablé mon sire, mais j'ai pas fait exprès. Ah, bah voilà du Dark Secret. Mais c'est tout. Après, moi, ce que j'aimais sur le jeu Ventroux, c'est qu'il y avait un concept de jouer sans fiche. C'est-à-dire que si t'en es à devoir te servir de ta fiche et que t'es Ventroux, c'est même pas la peine de te l'aider, t'es fini, quoi. Il y avait un côté où, dans ce jeu où toute la force était justement de ne pas la montrer, quoi. Où il y avait vraiment un jeu d'influence, etc., quoi. Mais qui pouvait se régler par la fiche, mais toujours derrière, jamais, voilà. On a toujours l'impression d'être complètement propre et qu'on n'a jamais eu besoin de s'abaisser à ça, quoi. Donc tu te mêles de compte, c'est ça? Par la force des choses, par choix? Oui, c'est en fait c'est Vincent qui me propose de venir bosser avec lui là-dessus. Et c'est vrai que moi j'aime bien moi j'aime beaucoup écrire des histoires, écrire des scénarios. Et puis du coup je viens pour bosser avec Vincent et je crois qu'il me lâche 2 mois après, un truc comme ça. Donc Vincent G. Voilà. Donc il y a Cédric Escomparin là qui revient jouer un peu puis qui finalement revient au compte aussi pour qu'on bosse ensemble. D'accord. Ça c'était assez cool. Alors là on parle de quel chapitre en fait? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs chapitres. Lutetia, d'accord. Ouais. C'était le chapitre officiel, c'est ça? Jusque-là. Jusque-là. Ouais, Lutetia, Lacrimae, c'était le chapitre initial, originel de Paris. Et donc arrive un drame, c'est ça? Dissidence? Rébellion. Rébellion, carrément, d'accord. Paris se décide de sortir de la fédération en vote en AG. Et alors pourquoi, juste succinctement? C'était une période très tendue entre notamment Paris, les joueurs parisiens et la fédération nationale. Plein de sujets, sûrement très vieux ou autres. Et il y avait surtout de moins en moins de joueurs à Paris. Enfin, ça joue aussi. C'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins de joueurs et que les joueurs parisiens jouaient de moins en moins avec le reste de la France. Paris, on s'est beaucoup plus enclavé. C'est-à-dire qu'autant il y avait un jeu très fort en Ile-de-France, entre toutes les villes hors Paris, puis il y avait un jeu à Paris, mais finalement il y avait de moins en moins de jeux entre. Puis du coup, ce qui a aussi créé, comme d'habitude, quand on se replie, on regarde moins le reste et on se tend plus, quoi. Mais il y a eu des tensions entre Paris et le reste, enfin pas le reste, mais en tout cas les instances, la vision nationale de la CAMA, qui était tendue, quoi. Il y avait plein de moments assez sur le compte où ça se parle. Et du coup, à Paris, on a voté de jouer tout seul, quoi. D'accord. Ce qui était une énorme connerie, je pense. Mais ah, c'est étonnant, parce que justement, qu'est-ce que vous aviez espéré de cette séparation et qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Est-ce que ça vous a permis de jouer différemment, d'avoir plus de liberté? Ouais, je pense que il y avait une idée de liberté à la base, de pouvoir faire, d'avoir la liberté de faire ce qu'on voulait, avec notre vision, avec ce sentiment que notre vision n'était pas celle des autres. Moi, avec le recul, je pense que c'était une connerie parce qu'en fait, on s'est coupé de tout l'intérêt de ce qu'est la CAMA, qui était ce jeu national, quoi. Au prix de cette soi-disant vision élitiste qu'on avait de ce qu'on faisait, la réalité, c'est que ce qui était vraiment chouette, c'est d'aller jouer à droite à gauche, de faire des grands plots, des machins, de se mélanger. Et ça, on l'a perdu, et c'est pour ça que je pense que c'était pas Avec le recul, je pense que c'était pas une bonne décision, quoi. Mais bon, quoi, ça n'engage que moi. Hein. Puis comme j'étais activement partisan de l'affaire, j'en suis aussi activement responsable. Mais... Donc vous quittez la fédération, vous conservez vos personnages, la chronique reste la même et se poursuit en fait? Bah c'est ça, après on prend plus de... Ah si, je me souviens aussi un des trucs qui avait... c'est con, hein, mais il y a un truc qui a vachement joué chez les joueurs parisiens, c'est François Villon. Ah, on touche à un sujet qui m'est cher. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait François Villon qui avait abdiqué au conclave d'Amiens, je crois, c'est ça, peut-être 2002, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est probablement ça, puisque c'est la date qu'on a réutilisée pour le dernier conclave. Ouais. Bon, alors c'est 2002. Ça. Et voilà, dans l'idée de la chronique nationale, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a été très mal vécu à Paris, de par le côté, c'est notre François Villon, quoi. C'est notre à nous, celui-là, il n'est pas... Et du coup, il y a eu un côté, voilà, on nous enlève notre Villon...
on nous met des anciens plus forts ailleurs. Voilà, il y avait vraiment un côté où on nous enlève notre mascotte, notre identité, quoi. Donc ça, c'est le compte national, en fait. C'est le compte national qui prend cette décision, c'est ça? Oui, je pense. Ouais. Donc tu sais même pas pourquoi, t'es pas informé. Alors moi, j'étais pas dans tout ça. Je n'étais pas encore d'accord. quand il y a eu tout ça. Moi, je m'occupais pas de, parce que je crois que Villon était plus géré par le comte de Paris, mais. Alors, je peux vous en parler un petit peu, puisque j'étais le compteur national responsable de François Villon. Et c'est vrai que François Villon a toujours été un problème au niveau national. Ça a été même une épine dans le pied du compte national, puisque même si en jeu, le fait d'avoir un prince de France est un statut extrêmement intéressant et tout à fait anormal dans le monde des ténèbres, c'était beaucoup plus difficile à gérer hors jeu. Comment expliquer à toutes les cités fédérées qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir un prince et qu'elles étaient dépendantes, voire soumises à une autorité supérieure qui en plus pouvait éventuellement, implicitement dépendre d'une cité. Alors, on a rapidement décidé que Villon était un antagoniste national, c'est pour ça qu'il était rattaché au compte national. Ce que j'écrivais sur Villon était pour le compte national, mais on ne pouvait pas s'empêcher, en tant que joueur, en tant que compteur de paris, d'être très attaché au personnage. Je sais, Julien, que tu as été extrêmement attaché au personnage, moi aussi, on a tous les deux écrit énormément sur le personnage, et le fait de se faire retirer cet antagoniste et le prestige qui allait avec, même s'il était jamais joué, même s'il était jamais interprété, même s'il était jamais cité, je pense que ça a créé de la frustration en effet. Ouais, en tout cas c'était important pour les gens à Paris. En tant que conteur, que ce soit au sein de la Camarilla française ou après, quel est ton plus bel accomplissement en termes de conte? Ce dont tu es le plus fier? Moi, ce que je voulais surtout pas faire quand je suis rentré au compte, c'était arriver, nouvelle chronique, on recommence tout à zéro et on réécrit tout et ça se passe comme ça, quoi. C'est un truc que je déteste dans les bouquins, dans les films, quand on efface. Et donc du coup, moi, ce que je voulais faire, et je suis assez content parce que j'ai l'impression d'avoir pas mal réussi parce que j'ai vu que ça s'est fini au dernier conclave, donc c'était chouette. C'était essayer de récupérer un peu ce que je pouvais récupérer de tout ce qui s'était passé avant. Et tout ça, c'est vrai, ça s'est passé. Et donc du coup, pourquoi? Voilà. Et du coup, essayer d'un peu de tisser ce qui se passe en ce moment, de le rattacher à ça et peut-être de développer, mais de vraiment faire prolonger et d'aller essayer d'expliquer les choses. Parce que trop souvent, on voyait des choses qui s'étaient passées avant, mais tout ce qu'on disait, c'était c'était débile à l'époque, ou alors oui, non, mais ça c'était n'importe quoi, ou ça on s'en fout, quoi. Et du coup, voilà, je voulais essayer de prendre soit un peu ce que je pouvais trouver, puis essayer d'expliquer ce qui n'était pas expliqué, du coup, broder, mais pour que ça fasse une continuité, quoi. Et du coup, de jouer avec les nouveaux joueurs dans l'ancien, et c'est là, du coup, qu'on s'est connus, qu'on a tout ça, parce que d'aller creuser dans les vieux personnages, voilà, et comme on peut. Essayer de prendre des scènes qui sont passées, même auxquelles j'ai jamais assisté, mais dont j'ai entendu parler, et du coup pour essayer de leur en créer des conséquences. Voilà. Et ça, je suis assez content parce que j'ai l'impression d'avoir pas mal réussi à faire vivre un peu l'ancienne chronique du passé que même moi je n'ai pas connu, mais du coup de les faire vivre et continuer en espérant que c'était comme ce qu'ils avaient écrit auraient aimé. Alors moi je les ai lus, moi j'ai lu ta chronique, je l'ai pas joué. J'aimerais bien que tu nous parles de Amertume, qui était vraiment le nom de ta chronique et ton grand œuvre, et qui recèle beaucoup de dark secrets sur Paris. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui retourne avec ces antagonistes-là? Moi, les choses que j'ai voulu faire dedans, c'est faire ressortir le fait qu'il n'y a pas de vampire puissant, et plus on est vieux, plus on est des losers, en fait. De faire refléter le fait que le vampire qui est vieux, c'est le vampire qui est encore là, en fait. Et un côté dramatique à chaque histoire, pas de héros, pas de que des mauvaises conséquences et du coup dedans il y a le personnage d'Iseult où j'avais pas trouvé grand chose en fait. On le voyait apparaître souvent, Iseult faisait faire des rêves à des gens, elle se mettait dedans, elle créait un truc mal cave, mais sans plus. Et du coup j'ai voulu tisser ça aux histoires des anciens à Paris qui avaient tué leur sire, essayer de reprendre dans ce vieux plot. Le complot des anciens du XVIIIe siècle, oui. De lier un peu ça à l'histoire, de remettre ce personnage d'Iseult, d'essayer de le relier un peu à François Villon. François Villon, il a quand même un rôle assez particulier, c'est un ancien extrêmement jeune, dont on peut bien imaginer qu'une bonne partie des gens à Paris sont plus vieux que lui, donc voilà, essayer de relier un petit peu tout ça. C'est une histoire de Iseult qui s'entache de François Villon très jeune, c'est une histoire de triangle amoureux entre des personnages un peu tous déçus les uns les autres, parce que quand on est un vampire, de toute façon, c'est plus le temps avance, plus les choses se passent à l'inverse de ce qu'on voudrait qu'elles se fassent, et donc du coup, essayer de créer des situations. Je me souviens plus vraiment du détail, mais je dois l'avoir
Bah, vous pouvez l'avoir aussi, hein. Je pense que si ça intéresse des gens, je crois qu'il doit faire partie d'un gros livre disponible. Alors effectivement, pour ceux qui ont joué au dernier conclave, je vous invite à lire les 18 pages de background de Ise, l'ancienne Malkavian, anti-tribu en l'occurrence, et vous aurez une grosse partie de la chronique de Julien qui s'appelait Amertume à l'époque. Alors, est-ce que tu te rappelles à quel moment tu quittes la Camarilla, Julien? Pas très longtemps après, parce que après la défédération, qui n'a pas du tout réglé les problèmes, évidemment, comme avec un coup de baguette magique, il y a une partie des joueurs qui sont partis, parce qu'ils venaient pour jouer à un jeu national ou régional, donc qui sont partis s'inscrire ailleurs pour continuer à jouer dans un jeu régional. Et du coup, dans les gens qui restaient, on n'avait pas tous la même vision. Finalement, un peu le livre, ça fait un peu très printemps arabe, en fait. Hein. Voilà, on a tout enlevé, donc maintenant faites ce que vous voulez. Du coup, voilà, on a chacun notre quête du truc pur, etc. Donc, moi, je suis parti, j'ai arrêté. Je crois que Lutetia a repris après. Je pense que ça n'a pas continué, peut-être un petit peu, ou il y a eu un break. Puis après, ça a repris. Je crois avoir entendu dire qu'il jouait à Requiem. Oui, il y a eu un passage Requiem. Ouais. Et ça serait intéressant de voir, après toi, encore une nouvelle génération, de voir ce que ces gens sont devenus, comment évoluent leurs chapitres. Est-ce qu'ils ont gardé des persos? Est-ce que, comme toi, ils ont gardé de l'historique? Est-ce qu'ils ont fait du liant? Ou est-ce qu'ils sont repartis de zéro? Ça serait intéressant. Alors, si certains de nos auditeurs qui nous écoutent ont des contacts, on est assez preneurs. Et après, on a recréé quelque chose, la Société de la Rose, on l'avait appelé. Ça, donc avec David Mondon et William Vaucan. D'accord. Voilà, pour recréer un peu après la petite pause à vide qu'il y avait eu, essayer de retrouver à la fois des vieux joueurs et des nouveaux joueurs, et surtout beaucoup de nouveaux joueurs, pour repartir, quoi. Forcément, en restant dans la lignée de la chronique d'avant. D'accord. Pour la continuer. En essayant de revenir à une vision qu'on partageait tous les trois, qui était un jeu beaucoup plus social que physique. Donc on s'est remis à beaucoup jouer dehors, jouer dans des bars. On a fait une scène assez exceptionnelle. Déjà, c'est marrant, on a pu refaire la scène de Die Hard avec les cabines téléphoniques, avec il fallait être à telle heure, etc. Quand il y avait encore des cabines téléphoniques dans Paris. Excellent. C'était assez rigolo. Enfin bref, il y avait toute une histoire où en fait il y avait il fallait récupérer un cœur pour un cétite, je ne sais plus pourquoi exactement. Et du coup, on avait été au marché acheter un cœur de je sais plus quoi, un cœur de veau, ou de bœuf, bref, je sais pas quoi. Ça ressemble à un truc immonde, ça aurait très bien fait ambiance dernier conclave, mais en plus petit. Et on l'a mis dans une petite boîte et on l'avait caché juste derrière le petit muret de l'Observatoire de Paris. Bref, et donc du coup, on avait fait un truc, tout un scénario assez complexe en énigmes, assez mystique, etc., qui devait les amener à cet endroit pour pouvoir comprendre à récupérer le cœur, quoi. C'est parti de là, après les gens sont débrouillés, on a géré le compte, c'était assez fabuleux. Sauf qu'en fait, ce qu'on n'avait pas prévu à la base, on n'avait pas réfléchi, c'est que c'était le jour où Bush venait à Paris voir, je sais plus c'était qui à l'époque, c'était peut-être pas Sarko, c'était peut-être Chirac encore, je sais plus. Et donc en fait, il y avait des flics, mais un truc de dingue. En plus, c'était post 11 septembre ou autre, en 2003, voilà, c'était 2004 peut-être. Après, il y a des flics partout, quoi. Et notamment, en fait, il y avait des quarts et des quarts et des quarts de flics devant l'observatoire. Et les joueurs ne savaient pas ce qu'ils allaient chercher. Donc déjà habillés, en vampire, maquillés ou autre, dans cette ambiance-là. Et donc du coup, ils passent devant nous, on était derrière, on était hyper flippés, quoi. Parce qu'ils passent à côté des flics, etc., qui leur regardent bizarrement habillés n'importe comment, quoi, qui vont, qui un peu discrètement, vont derrière le muret, prennent la boîte et repassent les flics, quoi. Et on s'est dit, putain, s'il y a un flic qui leur demande d'ouvrir le truc et qui sont habillés en goth, machin, comme ça, on est foutu, quoi. Et donc, les flics ont rien demandé, sont repartis avec la boîte et ils sont rentrés au bar. Et c'est au bar, devant tout le monde, qu'ils ont ouvert le truc, sachant pas ce qu'il y avait dedans, quoi. C'était assez rigolo, ça fait hurler les serveuses et tout. Incroyable. Voilà, c'était un souvenir assez drôle, mais on a eu un petit peu peur de les voir avec cette espèce de truc. Ouais. Donc ça, c'est un de tes plus beaux souvenirs, c'est ça? Ah, ça c'était marrant, ouais. C'était complètement imprévu, quoi. Je pense que les bons souvenirs, c'est vraiment les trucs imprévus comme ça qui tombent. Tu as fait quelques conclaves? Eh ben, j'ai fait le dernier. Ouais. Alors, j'ai pas fait Carcassonne parce que j'avais pas le bac. C'est ça, t'es pas majeur. Non, moi quand je suis arrivé, en fait, il y a eu le conclave d'Amiens, mais j'y suis pas allé. C'est 2002, je crois. Ouais, je saurais pas dire pourquoi, parce que j'étais pas là tout bêtement. Et puis après, on s'est défédéré, et donc du coup, les autres conclaves, on les faisait pas. D'accord. Donc en fait, non, j'ai fait le dernier, j'ai pas fait. Alors le dernier conclave, justement, tu y as participé de manière active, on peut dire, hein, puisque tu as quand même donné un coup de main.
Ah, j'ai fait les photos. Je me rappelle. Voilà. Tu as fait de sublimes photos. C'est déjà beaucoup. C'est Vincent qui t'a débauché. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Ah, pour les photos, non, je pense que je suis Non, juste pour le venu avec mon conclave, appareil. déjà, pour le Ah, pour le conclave. conclave, non, bah, Ouais. c'est Vincent, mais de toute façon, C'est je pense que Vincent. tout le monde a été approché de loin, puis comme voilà, on continue à se côtoyer avec Vincent. Alors moi, c'était assez rigolo parce que quand même, c'était mettre des visages sur des gens sur lesquels j'ai bossé dans les chroniques, etc. Tous les personnages dont j'en ai entendu parler pendant je sais pas combien de temps. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'était la première fois que je voyais Hugues Desarcis. C'est la première fois que je voyais Raphaël Touilly, je l'avais C'est jamais vu. incroyable. Alors que j'ai passé toute ma partie de joueur à vouloir remettre la lignée de Desarcis sur le trône, quoi. Et donc du coup, voilà, il y avait plein de gens comme ça, de mes aïeuls, de ma lignée ou autres, qui me connaissaient pas, mais voilà, tous ces gens qui étaient vraiment mythiques. Déjà, moi, quand je jouais 15 ans avant, c'était déjà mythique, quoi. Et du coup, voilà, de voir ça, c'était. Je pense que les trois quarts des joueurs, je ne les connaissais pas, mais je connaissais leurs personnages de nom ou parfois même leur background, leur dark secret. Et voilà, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Oui, parce que c'est vrai que t'étais pas le seul. Il y a eu une bonne poignée de joueurs de la nouvelle génération qui sont venus au dernier conclave. Et on a eu plusieurs générations de joueurs qui s'étaient jamais rencontrés auparavant. Et c'est effectivement, je pense que ça a créé des scènes assez intéressantes, y compris pour les anciens, qui n'avaient de fait pas tous leurs repères, puisqu'ils étaient confrontés à des joueurs qu'ils n'avaient jamais rencontrés non plus. Et il y avait un côté très sympa, retrouvailles sire-enfant, en fait, où quand les personnages qui se créaient, on leur disait, voilà, tu es l'enfant de, voilà, puis c'est un vieux joueur qui a été joué avant, etc. Et quelqu'un a joué pendant 3 ans, il avait un sire un tel, et en fait, sans jamais l'avoir vu, mais du coup, en ayant parlé, en ayant joué là-dessus, et là, il arrive de le voir, je trouvais ça chouette. Et en revenant simplement sur les Dark Secrets, t'aurais pas oublié de nous dire un truc à propos de Guillaume de Saxe dans son background du dernier conclave? C'est pas toi qui as buté Tristan de Meurthe-Rose? Ah oui, bon, c'était une histoire d'influence. Il faut que ce soit dit quand même. Oui, je vous remercie. Il avait qu'à venir en même temps, William. Hein. Voilà, tant pis pour lui. Alors d'une manière un peu plus générale, Julien, qu'est-ce que tu deviens hors jeu? Je bosse. Ouais. Je bosse dans la tech, je fais de la blockchain en ce moment, c'est assez rigolo. Je bosse avec certains anciens de la Camarilla que je croise, c'est assez rigolo aussi. C'est drôle. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai des enfants, j'en ai plein, j'en ai 4, qui sont au jeu de rôle déjà, enfin pas tous, mais qui sont certains au jeu de rôle, c'est assez rigolo. Non, moi je fais beaucoup d'astronomie, ça me prend pas mal de temps, je monte des observatoires. Après je fais surtout de l'astrophotographie. C'est quoi l'astrophotographie? C'est d'aller photographier les galaxies, les nébuleuses, un peu tout ce qui est dans le ciel et qui est inaccessible à nos yeux. Et on peut voir ça quelque part? Oui, j'ai un site, c'est www.psaltery.org. On va aller voir ça. Bon, alors la question, oui, ma question préférée dans cette émission, Vincent, n'est-ce pas? La phrase culte, Julien, que tu retiendras de ces années passées au sein de cette association, et en dehors d'ailleurs de cette association, si j'ai bien compris. De temps en temps, quand je suis en train de m'énerver devant mes gamins, souvent je m'imagine en train de claquer un Wilpo, mais bon, c'est pas une expression. Okay. Non, en fait, le truc que j'ai le plus gardé, moi, c'est une phrase que j'ai piquée à Cédric Scomparin, là, qui disait d'un ton très, très froid et glacial, c'est moche. Quand quelque chose arrivait ou autre, on pouvait rien y faire. Et c'est une expression que j'ai gardée et que je dois dire au moins tous les jours désormais. Et que voilà. Je sais que je lui dois et je pense du coup très souvent à lui s'il nous écoute. Je le remercie. Ouais, on lui passe le bonjour. Est-ce que tu aurais une œuvre à recommander à nos auditeurs? Un livre, un film, une série, un jeu vidéo, une crypto-monnaie? Non, on va pas parler de la consommation énergétique des crypto-monnaies. C'est pas le bon podcast. Il y a un livre que j'ai découvert là en regardant, je sais plus quelle vidéo YouTube d'un gars qui en parlait, qui est assez exceptionnel, le bouquin s'appelle Oussama. C'est l'histoire d'un prince syrien. C'est la traduction d'un texte arabe écrit par un prince au XIe siècle, qui en fait a vécu toute la période de l'arrivée des croisés, de la première croisade, jusqu'à la reprise de Saladin, et qui du coup fait un truc qui était assez exceptionnel pour l'époque ancienne. En fait, il parle de lui, de la façon dont il a vécu les choses, de ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, quoi. Alors qu'à la base, on a tous les textes qu'on a sont des textes de chroniqueurs qui écrivent ce qui se passe, ce qu'ils voient les uns à la suite des autres, souvent d'ailleurs à des fins politiques ou autres, donc en accordant des cours.
Et là, il y a un livre qui est assez exceptionnel parce que donc, du coup, c'est écrit par un Syrien, donc tellement moderne en fait, et c'est même beaucoup plus moderne que ce qu'on peut vivre et penser aujourd'hui, quoi. Et voilà, du coup, il écrit des scènes de choc des cultures entre les Francs et les Arabes, avec un regard, une interrogation. Voilà, c'est un petit livre. C'est vraiment une vie d'il y a 900 ans et qui nous semble extrêmement moderne et encore plus aujourd'hui où on voit de plus en plus de conflits à droite à gauche entre les personnes, hein, de haine entre les peuples et compagnie. Voilà, donc là, on a vraiment l'image de quelqu'un qui, à 900 ans, nous raconte des choses assez spectaculaires. Ouais. Ça se lit en 2 heures et c'est bouleversant de modernité malgré cette distance énorme de 900 ans. Merci Julien. Alors Julien, nous en avons presque terminé avec toi. Un petit dernier avant la torpeur. Selon toi, qui doit-on inviter lors d'une prochaine émission ? Ah bah il faut inviter Vincent Gonzalez, absolument. Si vous voulez de Dark Secret, à mon avis, il y en a une bonne quantité. Mais il faut surtout pas oublier Tristan de Morterose, William Vaughan. Je pense que là aussi, il y a de quoi dire. Eh bien, merci Julien. Merci beaucoup pour tous ces souvenirs qui étaient assez différents de tout ce qu'on a pu récupérer sur nos précédentes émissions. C'était très sympa d'avoir ta vision de la nouvelle génération, sans aucune condescendance, encore une fois. On était content de t'avoir, on était content de te retrouver au dernier conclave aussi, bien évidemment. On va aller faire un tour sur ton site pour aller découvrir toutes ces étoiles dont tu nous as parlé et que tu prends en photo avec tant de brio. Merci beaucoup pour tout ça, Julien. Merci. C'est dans combien ? 5 ans le prochain conclave ? Compte sur vous. Hein. Salut Julien. Salut. Merci Julien, salut. Salut Vincent. Il avait qu'à venir en même temps, William. Hein. C'est pas faute de l'avoir invité, hein, c'est ça ? Ah ouais, on a essayé. On pourra couper ça. Non mais on a tous invité 12 fois William et il n'est pas venu. C'est pas le seul qui n'est pas venu, c'est pas grave. Vous êtes parti à Paris quand il fallait compter sur Morterose, il fallait toujours avoir un backup. Hein. Vous couperez ça aussi. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Ou pas.